En fait, je pense que tout le monde le sait déjà, mais demain, la Banque du Canada va annoncer sa décision par rapport au taux d'intérêt. Mais est-ce que vous réalisez vraiment c'est quoi que ça implique pour vous, disons dans le cas où il y a une baisse de 50 points de base, donc de 0,5%. Oui, ça va changer évidemment les mensualités pour les propriétaires qui détiennent un prêt hypothécaire à taux variable, mais ça change plus que ça parce que il faut imaginer que si jamais la Banque du Canada concrétise une baisse de 50 points de base, ben, je pense que c'est un retour au taux d'intérêt beaucoup plus bas comme on a connu précédemment durant des années. Et oui, ça peut sembler attrayant, mais est-ce que finalement, on ne fait pas juste continuer de gonfler la bulle de la dette au Canada ou au contraire, est-ce que en fait, ça prend vraiment des taux d'intérêt plus bas pour enfin calmer la crise du logement au Québec puis tous les problèmes d'accessibilité à la propriété. Bref, c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui et je vais couvrir également ce qui se passe avec les taux de change là, avec le dollar canadien versus le dollar US et également la montée du prix de l'or depuis quelques mois. Et pour commencer, pas le choix d'aborder la décision de la Banque du Canada par rapport au taux directeur, donc ça va être annoncé demain, mercredi le 23 octobre. Et avec l'inflation qui est redescendue à 1,6% sur une base annuelle, c'est même en dessous des prévisions des économistes qui, eux autres, prévoyaient l'inflation à 1,8%. Il faut comprendre que pour le mois de septembre, ce qui a vraiment fait descendre l'IPC à la baisse, c'est vraiment la chute de 10% du prix de l'essence. Donc, c'est la composante de l'énergie qui a tiré l'indice des prix à la consommation vers le bas. Sinon, c'est pas parce que l'inflation globale a ralenti que le prix de la nourriture, par exemple, va baisser. En fait, si on regarde les données, on peut voir qu'il y a une augmentation de 2,4% du côté des aliments qui sont achetés en épicerie. Donc, la hausse des prix n'est pas terminée pour autant, mais quand même, avec l'inflation à 1,6%, on se trouve à l'intérieur de la fourchette cible de la Banque du Canada. Et pour moi, ça vient confirmer mes attentes par rapport à une baisse de 50 points de base pour le taux directeur au Canada. J'avais partagé cette prédiction-là il y a un peu plus d'un mois. En fait, c'est quand les dernières données par rapport au taux de chômage avaient été publiées. Donc, le taux de chômage était à 6,6%. Et déjà là, je penchais vers une réduction de 0,5%. Mais là, avec l'indice des prêts à la consommation du mois de septembre, c'est vraiment venu confirmer mes anticipations. Et maintenant, 50 points de base, il n'y a plus personne qui doute de ça. En fait, c'est vraiment devenu le consensus du marché. Au fait, ce matin, j'ai lu un article dans La Presse qui disait qu'il y avait un économiste chez CIBC qui, lui, il suggérait même que ça pourrait être une baisse de 75 points de base. Encore une fois, c'est pas impossible, mais c'est quelque chose qui me surprendrait. D'après moi, le scénario le plus probable, ça va être une baisse de 50 points de base demain et une autre baisse de 0,25 en décembre. Je vous rappelle qu'en date d'aujourd'hui, le taux directeur au Canada est à 4,25% suite à 3 baisses de 25 points de base. Donc, si effectivement, il y a une autre baisse de 50 points de base, on va se retrouver à ce moment-là à 3,75%. Et ça signifie que le taux préférentiel dans les banques canadiennes, il devrait passer de 6,45 à 5,95, ce qui est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont un prêt hypothécaire à taux variable ou également un solde sur une marge de crédit. La plupart des marges de crédit sont à taux variable, donc quand le taux préférentiel descend, les intérêts sur la marge de crédit vont également suivre. Mais à l'inverse, pour les épargnants, la baisse des taux d'intérêt, ça signifie que les taux d'intérêt sur les comptes épargne et les CPG, ça aussi, ça va redescendre. En 2022-2023, on pouvait trouver des CPG autour de 5,5%. Aujourd'hui, la majorité des CPG sont déjà redescendus autour de 3,5%. Bref,
des rendements attrayants sur des certificats de placement garanti, des CPG. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et je pense que après 2 ans, avec des taux relativement élevés, je pense que la passe que ça valait la peine d'investir dans un CPG, je pense que c'est déjà terminé. Donc, j'espère que vous aussi, de votre côté, du côté personnel, vous avez profité un peu du temps que ça a duré. Et le point que je veux mettre de l'avant avec tout ça, c'est que la diminution des taux d'intérêt au Canada, bien, ça va se poursuivre après la baisse de demain. Comme je vous dis, il va en avoir une autre en décembre, puis il va en avoir une couple d'autres dans la première moitié de 2025. Grosso modo, j'anticipe que d'ici à peu près 1 an, on se retrouve avec un taux directeur autour de 3%, peut-être même un peu moins. Honnêtement, la Banque du Canada, elle a de la pression d'un peu partout qui a force à descendre son taux directeur parce que si elle n'agit pas rapidement, l'économie canadienne est vraiment à risque de se contracter, puis on dirait que la vraie priorité finalement de la Banque centrale, c'est d'éviter une récession. T'sais, même si ça fait partie d'un cycle économique qui est normal, ça ne peut pas être uniquement de la croissance puis de l'expansion à l'infini. Parce que oui, en baissant les taux d'intérêt, la Banque centrale, elle va soulager tout le monde. Le gouvernement va payer moins d'intérêt sur sa dette publique. Il n'y aura pas de défaut de paiement de la part des propriétaires avec un prêt à taux variable. Il va y avoir moins de faillites. Ça va également soutenir le marché du travail parce que si les gens dépensent, bien, les compagnies font plus d'argent. Donc, à ce moment-là, il y a moins de mise à pied. Bref, ça règle bien des problèmes. Puis comme ça, bien, on évite encore une fois la catastrophe. Sauf que, ultimement, des taux d'intérêt extrêmement bas, bien, ça punit les épargnants et ça encourage les consommateurs à s'endetter. Ça crée de la spéculation immobilière et finalement, on alimente encore une fois la croissance économique avec du crédit puis des prêts. Tout le monde est accro au cheap money, c'est-à-dire que l'économie est comme dépendante à l'argent facile. Et ça, depuis 2010, parce qu'on a connu une longue période de taux d'intérêt qui était minime et ça l'a juste habitué les gens à s'endetter pour financer leurs dépenses. Et là, je parle pas juste des particuliers, c'est la même chose pour les compagnies et même pour le gouvernement. C'est-à-dire que on finance la croissance avec de la dette, que ce soit au niveau des entreprises ou le gouvernement, parce que ben, les revenus du gouvernement ne suffisent pas à payer toutes les dépenses, donc le gouvernement s'endette, d'où l'explosion de la dette publique depuis quelques années. Encore une fois, si la Banque du Canada décide effectivement de baisser le taux directeur de 0,5%, pour moi, ben, ça marque le début de la course vers des taux d'intérêt beaucoup plus bas. Et d'ici environ 12 mois, je pense qu'on pourrait déjà se retrouver dans un environnement économique où le financement va redevenir très attrayant pour les consommateurs et ça va être le retour du cheap money, c'est-à-dire de l'emprunt à faible coût. Mais tu sais, il n'y a pas juste du mauvais avec les taux d'intérêt plus bas. C'est quand même une bonne nouvelle par rapport à la construction de nouveaux logements. Tu sais, dans le sens que des coûts d'emprunt moins élevés, ça fait en sorte que des projets immobiliers peuvent devenir plus rentables. Donc, ça va inciter des investisseurs à se lancer là-dedans. Donc, finalement, ça va stimuler la construction, ce qui devrait aider à reprendre un peu le contrôle du côté de la crise du logement au Québec. Mais évidemment, ça ne prend pas juste ça. Il faut aussi que ça soit fait conjointement avec des nouvelles politiques d'immigration qui sont plus restrictives au Canada, parce qu'à un moment donné, on est quand même limité par rapport au nombre de nouveaux arrivants qu'on peut se permettre d'accueillir. Faut pas oublier que les immigrants, ben, comme tout le monde, ils doivent se loger, ils doivent se trouver un emploi, puis ils ont également droit aux services d'éducation, puis de soins de santé. Et disons que le filet social qui est financé par l'État, autrement dit financé par nous, les contribuables, bien, toutes ces dépenses-là, ça commence à coûter très cher et on peut le voir justement avec le budget des gouvernements qui affichent bien, des déficits qui sont dans les dizaines de milliards de dollars. Donc, il faut comprendre que les taux d'intérêt plus bas, je pense pas que ce soit la solution miracle. C'est un peu comme un pansement sur un gros bobo qu'on n'arrive pas à régler. La bulle de la dette,
c'est un poids énorme qui pèse sur les ménages, mais aussi sur les entreprises et le gouvernement. Et sinon, en conséquence de toute la spéculation sur les politiques monétaires des banques centrales, on a pu constater que ça a amené des fluctuations importantes du côté des taux de change sur le Forex qui est le marché des devises. Et si vous suivez un peu l'évolution des devises, ben, le dollar canadien il est rendu au-dessus de 1,38 face au dollar US. Et comme je l'ai déjà expliqué, une des raisons derrière la dépréciation de notre monnaie face au dollar américain, ben ça s'explique par l'écart grandissant entre le taux directeur des deux pays. Je vous rappelle que la Fed a baissé son taux directeur de 50 points de base en septembre, mais son taux directeur est quand même encore aujourd'hui à 5%. Et la prochaine rencontre de la Réserve fédérale, ça va être mercredi le 6 novembre, donc juste après l'élection américaine qui est le 4 novembre. Et pour le moment, les investisseurs s'attendent à une baisse de 25 points de base de la part de la Fed, mais on s'entend, là, même avec une deuxième réduction, la différence entre le taux directeur du Canada et celui des États-Unis, bien, ça fait en sorte de dévaloriser notre monnaie par rapport à la devise américaine. Et en d'autres mots, présentement, c'est pas le meilleur timing pour convertir vos dollars canadiens en dollars US. Donc, je trouve que c'est un bon temps pour vous rappeler que vous n'êtes pas obligé d'acheter des titres en dollars US pour avoir une exposition au marché américain. C'est première des choses. Vous pouvez investir par le biais de fonds indiciels qui sont cotés en dollars canadiens sur la bourse de Toronto, donc le TSX. Par exemple, vous pourriez acheter des parts d'un FNB qui reflète le rendement de l'indice Nasdaq sans devoir convertir votre cash en dollars US. Sinon, une autre option, c'est par le biais des CDR. Un CDR en français, ce sont des certificats canadiens d'actions étrangères. Et grosso modo, vous pouvez acheter des fractions d'actions de certaines compagnies américaines, principalement les plus grandes entreprises qui font partie du S&P 500. Par exemple, vous pourriez acheter des parts de Home Depot via un CDR qui est coté sur la bourse de NEO. Et le prix de Home Depot sous forme de CDR, il est d'environ de 26 $ canadiens versus les vraies actions d'Home Depot qui sont autour de 400 $ US sur la bourse de New York. Il faut comprendre que les CDR, ils reproduisent la performance de l'action sous-jacente. Donc, dans ce cas-ci, si les actions de Home Depot montent de 2%, bien, le CDR va monter de 2% sans que vous ayez à gérer la conversion de devises. Donc, tout ça pour dire qu'il y a moyen d'avoir une exposure au marché américain sans devoir convertir votre cash en dollars US, surtout pendant que le taux de change il dépasse 1,38. Et finalement, je veux attirer votre attention du côté des métaux précieux. Premièrement, il y a le gold, donc l'or, qui continue d'atteindre des nouveaux sommets historiques. En fait, le prix de l'or n'a jamais été aussi élevé que ça. L'once d'or est rendu autour de 2700 $ US. D'ailleurs, le gold affiche un excellent rendement depuis le mois de mars. On parle d'une augmentation d'environ 33% en moins de 8 mois. Et c'est un peu la même chose pour l'argent. Et quand je dis argent, là, je parle du silver, le métaux précieux. Le prix de l'once d'argent qui a monté de 42% depuis le début de l'année. Et dites-vous que la dernière fois que le silver était à ce prix-là, c'était là 12 ans. Et jusqu'à date, en 2024, la croissance du prix des métaux précieux, ben, ça surpasse la performance des marchés boursiers canadiens et américains. Si on regarde l'indice boursier canadien, le S&P TSX, il affiche une augmentation de 18% depuis le début de l'année. Et pour le S&P 500, on parle d'une hausse de 23%. Dans les deux cas, ce sont des excellents rendements. Mais malgré ça, en date d'aujourd'hui, acheter de l'or ou de l'argent au début de l'année, ça aurait été plus payant que d'investir dans n'importe quel fonds indiciel. Et ça nous amène à nous poser la question suivante. Pourquoi les investisseurs décident tout d'un coup d'investir dans les métaux précieux comme l'or et le silver? Donc, de un, il faut savoir que
les plus grands acheteurs d'or, ce sont les banques centrales des pays. En fait, depuis 2022, plusieurs banques centrales à travers le monde ont décidé d'accélérer leur achat pour grossir leurs réserves d'or. Et au premier trimestre de 2024, on a pu constater que les achats d'or, ils se font principalement en Turquie, en Chine, en Inde et au Kazakhstan. Et pour vous donner une idée de la quantité, juste au cours des 3 premiers mois de 2024, on parle de 290 tonnes d'or qui ont été achetées par les banques centrales. Donc, c'est sûr que toute cette demande-là, c'est ça qui fait monter le prix du gold à des nouveaux sommets historiques. Comme je vous dis, le prix de l'or n'a jamais été aussi élevé que ça. Et de deux, il faut également savoir que historiquement, les investisseurs ils décident d'acheter de l'or pour se protéger contre l'inflation, autrement dit pour se protéger face à la dépréciation du pouvoir d'achat de leur monnaie. Par contre, en ce moment, du côté de l'inflation, on voit une tendance à la baisse, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou n'importe où ailleurs. Les données nous indiquent clairement que la hausse des prix, elle semble avoir considérablement ralenti au cours des derniers mois. Donc à ce moment-là, une autre raison qui pourrait pousser les banques centrales à acheter autant d'or que ça, ça pourrait être des craintes vis-à-vis l'instabilité géopolitique. Dans le sens que en achetant de l'or, les banques centrales ils peuvent se prémunir contre des risques qui sont liés au système financier. Le système financier actuel qui est dominé par le dollar américain. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les matières premières, comme le baril de pétrole brut, ça s'échange en dollars US. Au fait, le dollar US, c'est la monnaie de réserve mondiale. Donc à ce moment-là, en ayant une réserve d'or, ça permet à certains pays d'être moins exposés aux sanctions économiques de la part des États-Unis si jamais il y a un conflit qui éclate. Je vous rappelle que lorsque les Russes ont décidé d'envahir l'Ukraine en février 2022, les États-Unis ont imposé des sanctions financières à la Russie. Évidemment, le but des sanctions, c'est d'affaiblir l'économie de leur pays pour les forcer à mettre fin à leur offensive militaire. Par exemple, les États-Unis ont exclu la Russie du système de paiement international, le système qui s'appelle SWIFT. Ils ont également interdit l'achat d'obligations émises par le gouvernement russe. Ils ont arrêté d'importer du pétrole et du gaz naturel qui provenaient de la Russie, etc. Tout ça pour dire que l'accumulation d'or de la part des banques centrales de d'autres pays émergents, ça peut nous indiquer qu'il y a une certaine méfiance envers le dollar US, ou du moins que la dette publique des États-Unis, elle commence peut-être à inquiéter certaines banques centrales et à ce moment-là, ils commencent à acheter de l'or pour diminuer leur exposition au système financier qui est dominé par le dollar US. Bref, c'est ça qu'on peut voir du côté des taux de change et des métaux précieux. Et de notre côté, la baisse des taux d'intérêt au Canada, ça ne va pas résoudre tous les problèmes qu'on a actuellement. Le coût d'emprunt, c'est juste un facteur parmi tant d'autres. C'est surtout dans le cas de l'accessibilité à la propriété. Si vous vous attendiez à un crash de l'immobilier pour acheter votre première maison moins chère, je ne suis pas convaincu que ça va se produire à court terme. La baisse des taux hypothécaires qui était attendue par tout le monde, d'après moi, ça va amener une autre vague d'acheteurs, des acheteurs qui vont être prêts à tout pour devenir propriétaires, quitte à travailler 30 ans pour rembourser leur hypothèque. Et je pense que si la Banque du Canada opte pour une baisse de 50 points de base, c'est définitivement le début de la course vers le retour au taux d'intérêt beaucoup plus bas. Je ne vous dis pas qu'on va nécessairement retourner avec un taux directeur en dessous de 2%, mais grosso modo, la période des taux d'intérêt élevés au Canada, ça n'aura pas duré longtemps. Tant mieux pour ceux qui sont endettés, tant pis pour les épargnants. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé le contenu pertinent. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et sur ce, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.